Bonjour à tous et bienvenue, sauveteur, secouriste du travail. Peut-être que cette fonction ne vous dit rien, mais peut-être êtes-vous vous-même un secouriste sauveteur ou sauveteur secouriste. Ces salariés ont accepté de se former aux gestes de premier secours afin de pouvoir porter secours en cas de problème au sein de leur entreprise. En théorie, tout le monde peut le devenir, il n'y a pas de prérequis, mais cette formation entraîne aussi des responsabilités. Est-il dangereux d'être secouriste? C'est ce que nous allons voir avec Joseph Touvenel, secrétaire confédéral à la CFTC. Bonjour Joseph. Bonjour Priscilla. Et Jean Tesson, chef d'entreprise. Joseph. Bonjour Priscilla. Bonjour Jean, pardon. Je manque à tous mes devoirs. Vous avez été vous-même, vous êtes sauveteur secouriste? En entreprise, non, j'ai un brevet de secouriste du scout. Je ne sais pas si ça vaut pour l'entreprise. Non, ça ne vaut pas pour l'entreprise. Moi aussi, j'ai mon PSC1. Oui, je ne sais pas si ça marche, si ça fonctionne. Il faut se mettre aussi à jour. Alors Joseph, je disais en préambule que tout le monde pouvait être formé pour devenir secouriste, sauveteur secouriste. C'est exact? Oui, tout salarié peut être formé. Il n'y a pas de prérequis, je n'ai pas à avoir des compétences en médecine, en santé, être infirmier de formation ou quoi que ce soit. Pour être sauveteur secouriste en entreprise, il faut passer une formation spécifique qui n'est pas immense parce que de mémoire, ça doit être 14 heures. C'est 14 heures. Mais ça donne un certificat qui est valable 2 ans. Ensuite, on doit refaire une formation de mise à niveau, etc. Donc c'est en théorie tout le monde, mais il faut déjà le souhaiter, le vouloir, que ce soit organisé dans l'entreprise, parce que la sécurité, c'est une des prérogatives, une des responsabilités de l'employeur. C'est l'employeur qui doit assurer la sécurité de ses salariés. Donc, c'est lui qui doit mettre en place les différentes mesures. Ces mesures peuvent passer, et passent souvent, par une personne qui est spécialisée. Est-ce que c'est obligatoire pour une entreprise? C'est obligatoire que dans 3 cas, j'allais dire 2 cas et demi. Premier cas, les ateliers où il y a quelque chose de dangereux qui se fait, pas n'importe quel atelier, il doit y avoir un secouriste. Dans certains secteurs du BTP, c'est pareil quand c'est du BTP qui est avec des tâches dangereuses. Là, il doit y en avoir un. Et puis, ça c'est le Code du travail. Et puis le Code de la sécurité sociale, pour les déclarations d'accidents du travail, on peut, pour les accidents dits bénins, ne pas avoir à faire de déclaration officielle. Dans ces cas-là, elles sont portées sur un registre. Pour pouvoir le faire, il faut qu'il y ait un sauveteur du travail qui soit estampillé. Ce qui permet... Oui, c'est pour ce qui est bénin. Hein. Et oui, j'espère. Ça se remarque après quand il y a un accident du travail grave qui n'est pas déclaré. Jean-Eudes, combien de sauveteurs secouristes en entreprise en fonction du nombre de salariés? Est-ce qu'il y a des quotas, des règles? Non. Il n'y a aucune règle en particulier? Non, parce que c'est très fonction de la nature de l'activité. Alors, comme le dit Joseph, ça peut être nécessaire lorsqu'il y a des travaux dangereux, mais des travaux réputés dangereux, ou identifiés comme tels. Mais après, dans un bureau, le danger n'est pas le même que dans un entrepôt ou dans un camion. Comment est-ce qu'on s'adresse à ces salariés? Comment est-ce qu'on propose aux salariés de devenir sauveteurs secouristes? Alors, on peut lancer un appel aux bonnes volontés. Et puis, bien comprendre... Ce qui est important, c'est d'expliquer la responsabilité du sauveteur secouriste. Il y a une délégation donnée par l'employeur de sa responsabilité de sécurité au travail, mais... jamais le sauveteur secouriste n'est responsable civilement. Le responsable civil, ça reste toujours l'employeur. C'est important de le souligner parce qu'on pourrait se dire, si je fais le mauvais geste et que la personne que je secours est... Mais c'est pas mieux parce que la responsabilité pénale existe. Oui, d'accord. Et justement, en cas de mauvais geste, en cas de non-assistance à personne en danger, en cas d'intervention... Je vous arrête. La non-assistance à personne en danger, ça veut dire que si moi je suis formée, mais que je n'interviens pas quand une personne fait un malaise, par exemple, je peux être mise en cause. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, implicitement, quand on devient sauveteur secouriste, on a cette épée de Damoclès qui peut pendre au-dessus de nos têtes. Oui, et être négligent, par exemple. La négligence peut entraîner une responsabilité pénale. Mais justement, et puis il y a un cas où... si nous ne sommes pas, on n'a pas le droit d'intervenir si on met sa propre vie en danger aussi. Mais là, ça devient du discernement et pour moi, c'est la principale difficulté dans cette responsabilité. C'est je suis secouriste au travail, je vois un collègue prisonnier des flammes, je n'y vais pas parce que je pense que ça ne servira à rien et je me mets en danger. Il disparaît. Est-ce que j'ai bien agi ? Est-ce que ma responsabilité pénale... Comment discerner du danger pour moi-même, qui est la seule limite à la non-assistance?
C'est un métier aussi, pompier. Quand Oui, vous parlez mais des flammes, typiquement, c'est non, quand mais je même prends un risque. l'exemple. Non, mais ça paraît... C'est un risque majeur, là. Mais il y a d'autres situations avec qui sont plus l'électricité, subtiles. avec de l'acide, des choses comme ça. Mais ce discernement, et surtout dans un moment de précipitation... Oui, bien sûr, de parce que panique, c'est normal, en général. C'est pas simple. Non. Alors, Il faut agir en réalité, vite. je ne sais pas quelles sont les statistiques de mise en cause pénale de secouristes au travail pour négligence. Je crois que c'est Epsilon. Parce que, justement, c'est plus l'entreprise en tant que telle qui peut être attaquée. Mais sur le plan pénal, c'est important que la loi le prévoie pour éviter des négligences en particulier. Dans les faits, c'est jamais mis en cause. Le rôle de la personne qui prend cette mission, qui est importante, c'est pas qu'un rôle de réaction quand il y a un cas, c'est aussi elle est dans la prévention aussi. Alors en lien avec le comité d'hygiène et de sécurité quand il existe, il n'existe pas partout selon la taille des entreprises, mais la prévention. Donc la prévention, c'est aussi la réflexion commune sur comment prévenir les risques. Alors il y a les risques traditionnels qu'on connaît, qu'on voit bien, des risques physiques, mais il y a d'autres risques qui arrivent aujourd'hui dans les entreprises, selon les entreprises, le risque d'attentat. Comment mettons en place, quel est le rôle de chacun pour telle et telle entreprise qui est susceptible d'avoir un risque d'attentat plus important que les autres. Le risque de violence. De plus en plus, la violence monte, on le voit dans les hôpitaux, on le voit dans un certain nombre d'endroits où il y a un accueil au public. Il y a tout un travail. Et là, le rôle de cette personne, c'est aussi de travailler avec les autres, avec l'employeur, sur la prévention. Et ne pas intervenir uniquement quand il y en a un qui s'est fait tabasser pour dire, vous voyez, donc c'est quand même une responsabilité qui est importante dans cette communauté humaine. Et puis, il y a un point qui est particulièrement difficile à mon sens, c'est sur les risques psychosociaux. Il y a la partie prévention, ça d'accord, mais la partie action, attention. Un secouriste, un salarié de bonne volonté, même formé pendant quelques heures avec un certificat de compétence, ce n'est pas un professionnel des métiers de santé pour les risques psychosociaux. Et donc là, le rôle sans doute de cette personne, c'est d'avoir la capacité de faire appel au professionnel et d'envoyer vers le professionnel, et non pas lui de se mettre dans ce qu'il n'est pas un professionnel de ces risques. Donc il y a des limites à poser à cette activité. Comment est-ce qu'on incite, parce qu'on a besoin de sauveteurs secouristes, comment on incite en tant que chef d'entreprise ces salariés à s'engager, à être formés? Parce que quand je recrute uniquement des anciens scouts, on leur a donné depuis le départ le service du bien commun. Engager des scouts, je pense que ça peut servir. On peut motiver en fonction de l'intérêt de l'entreprise, de l'intérêt de la fonction, mais aussi il y a un intérêt sociétal, parce que le secouriste au travail, il peut agir au sein de l'entreprise, et puis il peut aussi agir à l'extérieur. Il peut être utile dans la rue, il peut être utile sur un terrain de sport. Parce que ses compétences, il peut les mettre au service de tous. Et d'autant plus qu'il y a, je ne sais pas si c'était annoncé dans la presse il y a quelque temps, parce qu'il y a eu justement quelqu'un qui a été sauvé grâce à cela. Il y a une application, il doit y avoir Live dedans, qui permet de recenser et de localiser des secouristes au travail. Sauve Live, voilà. De les identifier et localiser. Et à ce moment-là, on fait appel, les services de secours peuvent faire appel, puisqu'il est localisé, au sauveteur secouriste le plus proche de l'accident ou du blessé, et intervenir. Et je trouve que c'est important que cette application-là missionne de facto le sauveteur secouriste au travail désigné dans l'entreprise, dans la société en général. Alors on a dit que c'était 14 heures à peu près de formation. Comment ça se passe? C'est fait à l'intérieur de l'entreprise, à l'extérieur? Qui paie cette formation? Non, les formations, il y a des sociétés, des cabinets spécialisés agréés qui donnent ces formations, qui sont normalement en dehors de l'entreprise, mais qui sont liées évidemment aux tâches à accomplir. Donc, avant de choisir tel et tel centre de formation, il faut regarder le centre de formation qui est spécialisé dans tel ou tel domaine, suivant mon activité dans l'entreprise. Ça a été dit, si je suis dans une activité industrielle, si je suis dans le BTP ou si je suis dans un bureau, ce n'est pas les mêmes risques. Donc, on va aller avec les formateurs qui sont eux-mêmes formés sur la spécificité de ces risques. Et puis, il y a des secteurs où, de toute façon, la question ne se pose pas parce que c'est en interne avec des risques très spécifiques, par exemple dans le nucléaire.
Oui, ça, on imagine qu'ils sont non seulement formés, parce que la formation, c'est bien. Alors, la question sur qui paie cette formation, la réponse, c'est l'entreprise. Celui qui a l'argent, le riche, l'employeur. Donc le riche paie, et le pauvre prend la responsabilité. Comme c'est de la responsabilité de l'employeur. C'est donc ça fait partie de ce que l'employeur doit payer, comme il paye des machines, des murs. Alors, moi voilà. qui ai eu mon PC1 il y a quelques années maintenant, en tant qu'ancienne scout, aujourd'hui, je serais incapable de porter secours à quelqu'un qui fait un malaise dans la rue. Le PS1 n'est pas valable. Oui, mais vous n'êtes pas reconnu comme secouriste sauveteur dans votre entreprise. Je suis citoyenne de mon pays. Ah, Non, mais oui. ce que je veux dire, c'est qu'au-delà de la formation initiale, il y a une nécessaire formation récurrente. Je veux dire que ces salariés qui ont été formés une fois 14 heures, il faut évidemment qu'ils soient formés à nouveau régulièrement. Oui, au moins tous les 2 ans. C'est pour ça que leur certificat n'est valable que 24 mois et il doit être remis à niveau tous les 2 ans, au moins. Mais d'ailleurs, le lien avec le financement, c'est que si vous voulez être sauveteur secouriste dans la société, vous pouvez vous demander à l'être dans votre entreprise et la formation vous sera payée par votre employeur. Non, c'est un mauvais mot. Par l'entreprise, pas par l'employeur. C'est l'entreprise. Ah bon? Ben oui. Moi, je croyais que l'entreprise, c'était une C'est pas le communauté patron, humaine l'employeur. selon la définition chrétienne. L'employeur n'est pas l'employeur, c'est l'entreprise, ce n'est pas le chef d'entreprise. Mais moi, C'est important en droit. Alors c'est subtil, mais je comprends très bien la nuance et j'imagine que vous comprenez aussi. J'aimerais vous parler tout à l'heure du fait que les sauveteurs secouristes peuvent intervenir en dehors des entreprises. Moi, j'ai envie de vous dire, mais est-ce qu'on ne devrait pas tous être formés aux gestes de premier secours Vous avez raison. En tant que père et mère de famille qui peut avoir des enfants. Au collège, on devrait déjà faire des initiations. Au lycée, on devrait faire passer. Oui, mais aller un peu plus loin. En fait, tous les jeunes devraient sortir du système de formation scolaire avec un petit brevet, les gestes élémentaires, les réflexes élémentaires. Dans certains collèges, c'est le cas, parce que j'ai un fils qui a passé son PS1, donc il est collégien. Et comme on leur demande de passer les premiers stades du code de la route à l'école, il devrait. Ça serait une bonne idée, ça, à suggérer. Mais il y a plein de choses à apprendre à l'école. La citoyenneté, il y a l'éducation affective, relationnelle et sexuelle, tout ça étant mal fait. Donc on va augmenter les heures de cours de nos collégiens. Non, pas du tout. Il y a à apprendre les bases, à lire, à écrire. Déjà pas mal. Tout est à refaire. Alors, on va nommer Joseph Tournel et Jean Tesson, ministre de l'Éducation. Voilà, en tout cas, on a à peu près cerné ce sujet de secouriste du travail. Donc, merci à vous pour vos lumières, messieurs, comme chaque semaine. Merci à vous également de nous avoir suivis. Je vous dis à la semaine prochaine sur KTO.